Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là pour Afghan the Power numéro 2. On a déjà fait le premier, je ne sais pas si certains étaient déjà là, et c'était un franc succès. Pour la petite histoire, ça me permettra de remercier tout le monde, même dès le début. On se connaît depuis pas très longtemps, parce qu'on milite depuis pas très longtemps ensemble avec Reza Jafari. Et puis l'idée était qu'au mois d'août, de lui donner un coup de main. Et donc Léa Balage, qui n'est pas là ce soir, mais qui arrivera plus tard, l'a beaucoup aidé aussi dans l'opération d'exfiltration de beaucoup de femmes afghanes. Et avec d'autres associations, comme Singa, qui était là au premier. Et donc, du coup, à un moment donné, on s'est posé la question, on a besoin de continuer à faire venir certaines femmes qui sont encore en danger, malgré le fait que les frontières soient fermées. Et donc, je lui ai posé une question cash, et je lui ai dit, je te demande une réponse cash, tu as besoin de quoi? Il me dit, j'ai besoin d'argent, parce que il va falloir faire des allers-retours, il va falloir les héberger, il va falloir les accompagner. Et moi qui suis un peu dans la restauration, je lui ai dit, la seule chose que je sais monter, c'est des dîners. Donc, ça s'est fait comme ça. Donc le premier a permis de récolter 10 000 euros. J'espère que le deuxième, ce sera pareil. Donc n'hésitez pas à consommer au niveau du bar. Et, et donc du coup, pour ce deuxième, on a proposé à Nina Guédard, qui est à ma gauche, de modérer, qui est quelqu'un qui s'intéresse énormément à ces problématiques-là depuis très longtemps, et qui, je me permets de te laisser la parole, et je reprendrai à la fin, je vais m'éclipser et vous laisser débattre un peu plus. Merci à toi en tout cas, Nina. Merci Lila. Ouais, ça fonctionne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je m'appelle Nina Guédard, je suis donc rédactrice en chef d'un média qui s'appelle Getty News, qui est spécialisé sur la migration et qui a pour particularité de faire travailler ensemble des journalistes en exil dans l'Hexagone avec des confrères français pour avoir un double regard sur toutes ces questions d'actualité. Et donc, je suis heureuse d'être ici ce soir pour la deuxième édition d'Afghan the Power, dans le but de me mettre la lumière sur toutes ces femmes qui viennent d'arriver sur le territoire. Donc, pour rappel, la soirée solidaire va se dérouler en 2 temps. On va avoir une table ronde d'abord pour essayer de dresser un bilan de la situation à Kaboul et pour écouter aussi le témoignage de Shabnan, qui est une journaliste qui vient d'arriver en France. Et ensuite, pour mettre en lumière les différentes initiatives qui ont fleuri sur le territoire ces derniers mois et pour s'interroger aussi plus globalement sur l'accueil des personnes en France. Alors, de façon assez rapide, peut-être pour rebondir, pour avoir un petit flashback, revenons au 15 août, en pleine torpeur estivale. L'Afghanistan retombe aux mains des talibans et avec la prise de Kaboul se pose cette question d'accueil en urgence, de la pérennité de l'accueil et surtout de la dignité de l'accueil des personnes. Or, ce qu'on craignait est en train de se produire, à savoir une catastrophe humanitaire avec des fonds financiers qui sont en train d'être gelés, notamment par Washington, et puis ça a été emboîté aussi par d'autres grands organismes internationaux. Et si le nouveau pouvoir en place a promis de laisser partir les personnes, a promis une sorte d'amnistie générale pour ne pas s'en prendre aux personnes qui s'étaient opposées au régime ces 20 dernières années, tous les récits qui nous viennent d'Afghanistan viennent évidemment contredire ces promesses. Les femmes, notamment, sont particulièrement prises pour cible, harcelées, menacées, agressées, voire tuées. Et c'est sur ce bilan dramatique que j'aimerais aussi commencer. Reza Jafari, vous êtes président de l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs. Vous avez longtemps œuvré entre Kaboul et Paris et vous êtes particulièrement mobilisé ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le bilan de l'association ? Merci Nina. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais commencer par, je tiens à remercier Grand Contrôle qui nous accueille pour la 2e fois, et aussi Refugee Food qui organise ce dîner solidaire ce soir, et Lila Jalali qui est à l'initiative de tout cela.
Et toutes les personnes, toute l'équipe qui a participé à l'organisation, les 6 chefs qui sont ce soir là et qu'on pourra tout à l'heure goûter leur plat, et les chefs de la dernière fois. Alors sur la situation en Afghanistan, l'association, on a diminué un petit peu les activités. On ne peut plus faire ce qu'on faisait au début, c'est-à-dire on ne peut plus avoir les mêmes activités, les mêmes au début pour faire venir les personnes. C'était un petit peu plus simple, les personnes en danger. L'association d'enfants d'Afghanistan est d'ailleurs à privilégier une liste des femmes en danger, notamment des femmes activistes, militantes, écrivaines, journalistes, artistes. Ce soir, tout à l'heure, vous allez découvrir les œuvres de Mina Safari, qui est là et qui est arrivée il y a 1 mois et demi à peu près. C'est pour la première fois qu'elle expose, puisqu'en Afghanistan, même si avec l'ancien gouvernement, les talibans n'étaient pas vraiment là, il y avait quand même une certaine restriction et c'était pas facile. Et du coup, aujourd'hui, ça devient très très difficile. On va en parler peut-être un deuxième table ronde sur comment est gérée l'évacuation et surtout les gens qui sont en danger et comment on peut les aider. Mais sur la situation en Afghanistan, c'est vrai qu'aujourd'hui, la catastrophe humanitaire est là. On parlait de la dernière édition ici même, de la catastrophe humanitaire qui allait arriver, qui était en cours, mais là, la catastrophe est là. Plus de 22 millions d'Afghans sont touchés par la famine. Dans le nord d'Afghanistan comme dans le sud, beaucoup de fillettes sont vendues, malheureusement, par leurs propres parents pour sauver d'autres enfants. Dans la province de Bamiyan, les adultes vendent leurs organes pour pouvoir survivre. Et dans pas mal d'autres provinces où vivent les minorités ethniques et religieuses sont pourchassées par les talibans et aussi par les nomades qui sont issus d'une ethnie qui est très proche des talibans. Des milliers de personnes sont chassées de chez elles et qu'ils vivent dans les montagnes. On a eu une réunion avec Médecins sans frontières. C'est une des plus grosses associations françaises qui reste encore active en Afghanistan. Malheureusement, dans l'histoire de MSF, c'est la première fois que ça arrive. C'est autant de mortalité chez les enfants. La malnutrition touche plus de 5 millions d'enfants. Et souvent, le temps d'arriver à l'hôpital, le temps de les prendre en charge, déjà en route, il y en a pas mal qui décèdent. Et malheureusement, le problème vient aussi de la mère et de l'âge de la mère. Souvent, il y a des mères qui ont 14 ans, 15 ans, qui ont plusieurs enfants, qui ne savent pas comment allaiter, et que la mère souffre déjà de la malnutrition. Cette catastrophe humanitaire est là. Dans l'histoire des MSF, ils n'ont jamais vécu ça, même dans les pays les plus pauvres au monde. Il n'y a pas eu autant de mortalité chez les enfants. Et que ça, c'est pour les gens qui sont touchés par la famine, mais les activistes et les gens qui ont travaillé comme dans les associations ou avec les forces étrangères ou même avec l'ancien gouvernement, les talibans font de porte à porte partout dans toutes les provinces, et que tous les soirs, à l'abri des caméras, vont chercher les gens et ensuite ils sont disparus. Et cette nouvelle génération, on comptait beaucoup aujourd'hui, il y a une résistance en Afghanistan. On voit ces femmes très courageuses qui manifestent à Capitale comme dans les autres grandes villes, mais
vous avez vu même, vous avez pu constater qu'il y a de plus en plus moins de manifestations, puisque le soir, ils sont enlevés de chez elles, et que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont réussi à sortir et à fuir le pays, mais malheureusement, si les aides internationales, vous savez, ont été coupées depuis l'arrivée des talibans. Et aujourd'hui, si la communauté internationale n'arrive pas à gérer, parce que, comment vous dire, la communauté internationale, c'est vrai qu'en premier, comme les Américains, le peuple afghan a été abandonné par son propre gouvernement, par les Américains, par la communauté internationale et par le monde entier. Et aujourd'hui, on voit de nouveau des négociations avec les talibans. L'Europe négocie, les États-Unis négocient, les Nations unies négocient avec les talibans. Mais aujourd'hui, c'est qui souffre? C'est le pauvre peuple afghan. Et si les aides n'arrivent pas d'ici quelques semaines, puisque dans les zones reculées, dans pas mal de provinces, les routes ne sont plus praticables. Et que du coup, les aides, on ne peut plus les acheminer jusque dans les endroits reculés. Et malheureusement, c'est le seul mot à dire, c'est la situation en Afghanistan est catastrophique, surtout et notamment pour les femmes et les petites filles. Merci Reza. Justement, pour rebondir, écoutons un petit peu Shabnam juste avant. Rappelons aussi combien il importe de raconter ces récits différemment dans l'espace public. Bien souvent, les personnes issues de la migration sont plutôt invisibilisées dans les médias traditionnels. C'est d'autant plus vrai, d'autant plus violent pour les femmes en exil et d'autant plus important aussi de les écouter. Alors, Shabnam, on va vous écouter et puis vous allez être traduite par Reza. بونسوار، من خیلی خوشحال هستم که امروز در جمع شما قرار دارم و متاسفانه ای کاش من در این جمع قرار نمی داشتم جز این که در مورد پیشرفت و ترقی در مورد افغانستان صحبت می کردم. من متاسف این هستم که من در این جمع در مورد اتفاقات ناگواری که در افغانستان میفته قرار است صحبت بکنم. Je suis contente d'être là ce soir, mais et en même temps je suis triste parce que je suis là pour vous parler des problèmes des femmes afghanes et des problèmes qui existent en Afghanistan, et non pas de parler de progrès et de ce qu'ont pu bâtir les femmes afghanes ces 20 dernières années. نام من شبنم هست. یک دختر افغان هستم، شبیه دختران زیادی که در افغانستان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. من خودم در یک ولایتی به دنیا آمدم که متاسفانه اندیشه های طالبانی و دیدگاه های افراطی در اون ولایت زیادتر بود و ما به خاطر بقای خود، به خاطر حقوق خود، به خاطر آنچه که باید باشیم، باید با افراد زیادی که شبیه طالبان بودن، اندیشه های طالبانی داشتن، مبارزه میکردیم. Mon nom est Shabnam, c'est une des filles assez fréquentes en Afghanistan, et beaucoup de filles en Afghanistan comme moi nous étions des militantes. Et on a milité pour nos droits. Je viens d'une province qui s'appelle Herat. Herat est une province qui est habitée par des personnes qui ont des pensées très proches des talibans. Leur idéologie aussi, ils essayent aussi de promouvoir une idéologie des talibans. Et du coup, pour moi, et pour nous, les filles qui militions, était beaucoup plus compliqué et le combat était beaucoup plus difficile que les autres filles ailleurs.
ما 14 سال داشتم که با مبارزه حتی با فامیل خود، چون فامیل ما هم از جمله فامیل هایی بودن در هرات که متاسفانه اندیشه های افراطی داشتن و دیدگاه سنتی متاسفانه در فامیل ما موج میزد. شروع کردم با فامیل خود، با مبارزه با فامیل خود، به خاطر عشقی که من نسبت به فوتبال داشتم و میخواستم من مثل دخترای دیگر نباشم که تابع امر فامیل باشن و آرزوهای خود، اهداف خود را نادیده بگیرن به خاطر اینکه حرف فامیل تایید بکنن. و من با مبارزه با فامیل توانستم وارد یکی از تیم‌های باشگاهی فوتبال هرات بشم. Mon premier combat, je pense que j'avais à peu près 14 ans, qui a commencé au sein de ma propre famille, puisque ma famille est aussi une famille traditionnelle, mais aussi parfois des pensées et des idées un peu extrémistes. À l'époque, je rêvais d'intégrer une équipe de foot féministe d'Herat, mais ma famille ne m'autorisait pas. Et du coup, j'ai dû me battre pour finalement intégrer, et j'ai réussi à intégrer cette équipe de foot. Mais mon premier combat à l'âge de 14 ans a commencé au sein de ma propre famille. ما تقریبا 3 سال عضو تیم منتخب فوتبال هرات بودم همراه فامیل خود. بعد از 3 سال متاسفانه یک تن از مولایی های منطقه ما به پدرم گفته بود که اگر که دختران ما فوتبال میکردن من گردنشون میزدم. و متاسفانه همین دلیل باعث شد که بعد از 3 سال تلاش و زحمت پدرم ما و خواهرم که عضو تیم فوتبال هرات بودیم ما را وادار بسازه به حبس خانگی و ما را مانع از رفتن به فوتبال بسازه. Pendant 3 ans, j'ai joué du coup dans cette équipe de foot qui était équipe de foot féminine d'Herat. Mais malheureusement, au bout de 3 ans, mon père a écouté un Maulawi, c'est un religieux qui a beaucoup d'influence dans la ville et aussi dans le quartier où je vivais. Et il vient voir mon père et il lui dit que si mes filles faisaient ça, je leur ai coupé la tête. Et il a réussi à influencer mon père et du coup, moi, comme ma sœur, qui avait aussi intégré cette équipe de foot, on a été obligés d'arrêter et on a été emprisonnés chez nous. بعد از این که از فوتبال مانع شدن من گفتم درست حالا شما با فوتبال مشکل داشتین و فکر میکردین فوتبال برای یک دختر مناسب نیست. اوکی این زندگی من هست، من فقط یک زندگی دارم برای زندگی کردن. اگر شما این زندگی را به من میدادین من اجازه میدادم هر نوع تصمیمی که شما در قبال زندگی من میتونستین بگیرین، اما من فقط یک زندگی دارم و این زندگی را شما به من ندادین که تصمیم بگیرین من باید چگونه زندگی بکنم. و همین باعث شد که من دوباره فعالیت‌های خود را در یک مجتمع فرهنگی که مربوط به ریاست اطلاعات فرهنگ هرات میشد در کمیته بانوانش به عنوان مسئول باشم و برنامه‌های آموزشی علمی و اجتماعی برای بانوان داشته باشیم. Mais je n'ai pas baissé les bras et j'ai continué à revendiquer mes droits et j'ai dit à mes parents que je n'ai qu'une vie. Je n'ai pas plusieurs vies, je n'ai qu'une vie. Et si je ne peux pas vivre ma vie comme je veux et que c'est pas vous qui m'avez donné cette vie et vous pouvez pas me le reprendre. Et j'ai continué à militer. Cette fois-ci, j'ai pu entrer dans un institut qui travaillait pour les droits des femmes et qui dépendait de l'institut du ministère de l'éducation de branche de Herat. به سلسله این فعالیت ها خب همین جرقه باعث شد که من فعالیت های خود را برای دختران زیادتر بسازم، چون متاسفانه دختران حتی از طرف برادران خود حتی از طرف پدران خود مورد ظلم قرار می گرفتند، در کنار اینکه جامعه چه
ظلم هایی در حق از اونا روا می داشت. به همین خاطر من برنامه هایی رو دست گرفتم و گروه های از بانوان در هرات ایجاد کردم تا ما بتانیم در کنار یکدیگر برای همه مردم ثابت بسازیم دیدگاهی که شما در قبال دختران داریم این یک دیدگاه درست نیست چون اونا فکر میکردن توانا فقط مردان هستند و بیشتر حق به پسران خود میدادن تا به دختران خود و ما تلاش کردیم و یکی از افتخارات من این هست که من توانستم دیدگاه فامیل خود را اول تغییر بدم. میگن وقتی تو از فامیل خود شروع کنی میتونی دیدگاه جهان را تغییر بدی. من اگر موفق شدم دیدگاه فامیل خود را تغییر بدم مطمئنا تأثیری روی جامعه داشتم. اگر تأثیری روی جامعه افغانستان داشتم پس مطمئنا میتونم تأثیری روی دنیا بگذارم، روی اندیشه هایی که در دنیا وجود داره. Et finalement, entrer dans cette institution ou dans cet institut m'a permis de retravailler, de commencer à travailler avec les filles et créer des groupes de filles féministes qui battaient pour leurs droits et aussi prouver aux pères et aux hommes que c'est pas que vos fils qui peuvent travailler, c'est pas que les garçons. Les filles elles sont aussi capables de travailler et faire les mêmes choses que les garçons ou que vos fils. Et j'avais réussi à faire ça au début dans ma famille et j'avais influencé ma famille. Ensuite, on a réussi à influencer beaucoup de personnes dans ma ville et je pense qu'aussi j'ai réussi à influencer ma famille qui était une famille extrémiste, mais aussi dans la ville d'Herat qui était une ville qui avait aussi des personnes avec des pensées talibanes et extrémistes. J'ai réussi aussi à influencer pas mal de monde. Je pense que tout est possible aujourd'hui. Il est même possible d'influencer le monde entier. Il faut juste ne pas baisser les bras et continuer à militer. وقتی دختران در ولایت هرات متوجه می شدند که من چگونه با عشق و علاقه اهداف خود را دنبال می کنم و با دیدگاه زیادی، دیدگاه افراطی در جامعه افغانستان، در جامعه هرات مبارزه می کنم، همین دلیل باعث شده بود که اونا هم مرا الگوی خود قرار بدن و تلاش کنن به خاطر رسیدن به اهداف خود با افراد زیادی در اجتماع مبارزه بکنن که این تغییر در دیدگاه دختران و تلاششان به خاطر آنچه که میخواهند باعث شده بود که تعداد افراد زیادی در هرات متاسفانه بر علیه ما صدا بلند کنن و برای ما بگن که تو دست نشانده غرب هستی و میخوای پروژه های غربی به خاطر بد و بیرا ساختن دخترانمان در هرات و افغانستان پیاده بکنی. J'avais réussi à créer des groupes, à influencer beaucoup de filles, beaucoup de personnes. Et ce qui a commencé petit à petit me poser des problèmes parce que de plus en plus les filles parlaient de moi comme un exemple, devenir comme moi et du coup il y avait pas mal de personnes qui étaient inquiètes et qui pensaient que j'étais soutenu par l'Occident et que j'avais des projets et que les Occidentaux voulaient imposer leurs choses, leurs pensées et leur idéologie par moi et qu'ils pensaient que j'avais des projets avec les Occidentaux et que j'étais soutenu par eux. Mais du coup, ça, finalement, ça a commencé à poser beaucoup de problèmes, surtout pour ma sécurité personnelle. یکی از ناهنجاری های دیگری که در جامعه هرات بود، شهری که من زندگی می کردم، کار دختران در رسانه را یک عیب و یک ننگ می دانستند. یعنی دخترانی که در رسانه کار می کنند مورد خیلی ظلم و شکنجه از طرف اطرافیان خود قرار می گرفتند و همین باعث شد که من ادامه کار خود را در رسانه انجام بدم و برنامه هایی
یک برنامه تحت نام گوهرشاد. گوهرشاد یکی از اسطوره‌های تاریخ زنان افغانستان هست. برنامه به نام گوهرشاد در یکی از رسانه‌ها داشتم و تلاش می‌کردم روی مشکلات و معضلاتی که زنان در جامعه افغانستان با او روبرو هستند همراه تحلیلگران، همراه روانشناسان، همراه کارشناسان صحبت بکنیم تا راه حلی در مورد تغییر اوضاع زنان پیدا بکنیم. Après ce travail dans cet institut, j'ai commencé à travailler dans un média qui s'appelait Goharshad. Et c'était la plupart des personnes qui travaillaient là, c'était des femmes ou des filles. Et on avait des programmes, on allait voir assez régulièrement des psychologues, des médecins, des gens assez importants qui pouvaient influencer les gens. Et on parlait surtout des programmes de comment on peut sortir de ce cercle vicieux, de ces pensées extrémistes et comment on peut aider les filles de façon plus concrète. دلایل زیادی بود، اخطارهای زیادی دریافت کردم، حتی اتک شد سرم، اما هیچ کدام باعث نشد که من متوقف باشم. حتی طالبان وقتی آمدن اطراف هرات گرفتن و فقط مرکز هرات مانده بود، ما باز هم به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی برنامه داشتیم با چهره باز در جلوی رسانه ها کمک میکردیم به خانواده های نیروهای امنیتی. مبارزه خود را همراه اونها داشتیم. حتی حضور طالبان باعث نشده بود که فعالیت‌هایمان متوقف بشه، چون می‌دانستیم که اگر حال ما بیاییم فعالیت خود را متوقف بسازیم، زیر بار خشونت‌های طالبان بریم، باید مثل یک برده در افغانستان زندگی بکنیم. Finalement, c'était devenu très dangereux. J'ai été même attaqué et que même quand les talibans sont arrivés, mais j'ai continué quand même mon travail et on avait des programmes de promouvoir et d'aider à l'image des militaires, surtout de l'armée et des familles. Des militaires, on les soutenait et à visage découvert. J'avais pas peur, j'allais devant les télés, je parlais et que les talibans étaient à la porte d'Herat et qu'ils avaient même pris autour d'Herat et que juste le centre de la ville était resté. Mais j'ai continué jusqu'à la dernière minute de militer. ما بیشتر از این نمیخوایم در مورد فعالیت‌های شخصی خود صحبت بکنم و یک موضوع دیگر هم اشاره میکنم. در کنار این که من چانس آمدن به فرانسه را داشتم به لطف نادیا و دوستان دیگری که من واقعا از ایشان تشکری میکنم، من چانس رفتن به آمریکا هم داشتم، اما من فرانسه را ترجیح دادم. چرا؟ چون فرانسه یک کشور انقلابی هست و شما در طول تاریخ خود به خاطر به دست آوردن حقوق خود و به خاطر آنچه که میخواین انقلاب برپا کردین و من فکر میکنم همانطوری که شما به خاطر حقوق خود انقلاب برپا کردین، به خاطر زنان جهان هم میتونین با شما یک انقلابی برا بیاندازیم، زنانی که در نقاط مختلف جهان مورد ظلم و شکنجه قرار میگیرن. Je vais pas être très long, je vais pas continuer sur ce que je faisais, mais là je tiens à remercier Nadia qui m'a fait sortir du pays. Il y avait aussi d'autres occasions peut-être d'aller aux États-Unis parce que les Américains étaient aussi présents et qu'ils aidaient aussi les gens. Mais moi j'ai décidé de venir en France puisque j'avais entendu l'histoire de la France. La France est un pays révolutionnaire qui a fait la révolution et que les Français n'arrêtent pas de se battre, de manifester, de réclamer leurs droits. Et que le mot révolution, la résistance est très forte en France. Et que je pense que ce que vous avez fait, ce que vous faites, vous pouvez aussi le faire pour les femmes afghanes ou les autres femmes dans le monde. Et je pense qu'on peut militer ensemble et pour une fois ou pour encore militer pour les droits des femmes dans le monde.
ادامه صحبت‌های خود را در بخش بعدی قرار میدم، اما یک موضوعی را در این قسمت باید اشاره بکنم. متاسفانه در قرن 21 که فکر تمام جهان به دنبال تکنولوژی فناوری هست، متاسفانه زنان در افغانستان حتی نمیتونن به خاطر به دست آوردن حقوق خود صدای خود را بلند بکنن. و من خودم موقعی که در افغانستان بودم شاهد بودم که چگونه صدایشان خفه می شد، تا در زیرزمینی ها حبس می شدن از طرف گروه طالبان. یک موضوعی را اشاره می کنم، اگر حال ما در مقابل ظلم و شکنجه‌ای که بر زنان افغانستان، بر مردم افغانستان صورت میگیره سکوت اختیار بکنیم، این تاریخ هست که ما رو قضاوت میکنه و این تاریخ هست که قضاوت میکنه چه ننگی بر بشریت هست که در قرن 21 اطفال از فرط گرسنگی میمیرن اما ما سکوت اختیار کردیم. اجازه ندین تاریخ در مورد شما، فرزندان شما، نسل‌های بعد شما بیاید در مورد شما به اشتباه قضاوت بکنه. این عمل شما هست، این کار شما هست که میتونیم تاریخ به یک تاریخ خوب برای آیندگان خود تبدیل بکنیم. Peut-être que j'aurai l'occasion de tout à l'heure encore parler, mais là je voudrais terminer sur la situation en Afghanistan, surtout la situation des femmes. La voix des femmes est éteinte par les talibans. Je l'ai vu de mes propres yeux, comment ils faisaient taire les femmes et les filles. Et qu'aujourd'hui, j'essaie d'être la voix des femmes afghanes. Vous pouvez le faire aussi. Mais surtout, ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui, je pense que ça touche le monde entier et que tout le monde est à peu près responsable. Surtout quand on voit que des milliers et des milliers d'enfants souffrent de malnutrition et qui meurent. Et que comment l'histoire nous jugera si on a baissé les bras et qu'on n'a rien fait. Et on a vu tout ça et que demain, comment nos enfants, comment l'histoire nous jugera. C'est-à-dire que dans ce monde où nous vivons, des milliers et des milliers d'enfants meurent et que des milliers et des millions de femmes n'ont plus aucun droit. Et si on n'a rien fait, je pense que l'histoire nous jugera. Et nos enfants, pareil. Et j'espère qu'on pourra faire quelque chose pour ces enfants et pour ces femmes en Afghanistan. یک بار دیگر حضور تک تک شما رو در این میزگرد امشب خوش آمدید میگم. امیدوار هستم در ادامه فرصت باشه که در مورد مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، در مورد وضعیت اسفباری که در افغانستان هست صحبت بکنیم. تشکر. Encore une fois, je remercie de m'avoir invité à cette table ronde. Je remercie à vous de m'avoir écouté. Je pense qu'on a l'occasion d'aller un peu plus profondément dans les problèmes en Afghanistan. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Shamnan. Merci à Reza aussi pour la traduction. Peut-être qu'on va prendre un petit moment aussi pour faire un focus sur les initiatives citoyennes et solidaires qui ont éclos ces dernières semaines, ces derniers mois. Et Nadia, vous faites partie d'un collectif, justement, Urgence Afghane, qui s'est mobilisé très vite, un collectif informel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur sa genèse et ce qui a été fait ces derniers mois ? Au départ, c'était juste un petit peu banal. On a vu la chute de Kaboul et puis on était féministes, on était de gauche. Donc, en général, en ce moment, on se dit, bon, on va au moins faire une tribune. On est habitué à ça. On a réussi à faire cette tribune peut-être parce que l'Afghanistan, ça parlait à notre récit intime sur les 20 dernières années, depuis le 11 septembre, et à une situation qui était dramatique ici, où la situation qu'on connaît, c'est-à-dire que depuis les attentats du 11 septembre, les solutions qui ont été choisies par les sociétés européennes, c'est la fermeture, c'est la traque aux étrangers. Évidemment, ça ne correspondait pas
à ce que nous, on était. Donc, comme ça nous a parlé, on a réussi ce truc qui paraîtrait parfaitement normal aux militantes afghanes, mais qui pour nous était déjà un exploit, c'est-à-dire se réunir entre féministes de différents courants sans se taper dessus au bout de 2 jours. Donc on a réussi à sortir cette tribune, à la faire signer, à réunir à la fois des personnalités, des chercheuses, mais aussi on y tenait énormément des militantes de terrain qui sont là avec les Afghans et pas avec les Afghanes, parce que pour les Afghanes, c'était et ça reste très difficile de venir jusqu'en Europe, comme pour la plupart des femmes. Mais en Europe, depuis des années, et notamment en France, il y a des Afghans, parce que la situation n'était pas joyeuse et magnifique avant les talibans, que ces Afghans, comme tous les exilés, on sait quel est leur sort. Ils dorment dans les rues de Paris et ils sont traqués. Et donc, il y a eu avec nous des femmes qui, depuis des années, sont sur les bidonvilles, sont sur les campements, qui avaient des liens donc avec la communauté afghane. Et c'est la chance sans doute qu'on a eue, c'est que finalement, alors que la tribune avait bien marché, on a eu 35 000 signatures, et puis après, je suppose qu'en septembre, on serait parti essayer de faire des tribunes contre Éric Zemmour ou contre autre chose. Mais il y a 2 choses qui se sont produites. D'une part, il y avait ici des Afghans qui avaient des liens avec les opposantes et avec les femmes afghanes, ce qui a fait qu'on a reçu beaucoup de mails d'un coup de camarades qui voulaient sortir. Et puis il y avait les réseaux sociaux, et là en fait on a un peu tout de suite oublié quand même nos préjugés sur les militantes afghanes. J'ai un peu honte de le dire, mais je pense, moi comme beaucoup de militantes ici, on en était resté à 2001, c'est-à-dire les talibans vont arriver, ces pauvres femmes, ils vont leur mettre des burqas sur la tête et les assassiner. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis tout d'un coup, on s'est senti un peu stupide, puisque il y avait des influenceuses Instagram, il y avait des filles qui étaient sur Facebook, il y avait des étudiantes qui étudiaient les mêmes matières qu'ici, et surtout il y avait des combattantes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas fermé, pour beaucoup elles n'ont pas fermé leur profil, et elles ont continué à insulter les talibans à visage découvert après la chute de l'ensemble de l'Afghanistan, et elles ont continué à se battre, et surtout elles ont accepté de parler avec nous. Ça a été des moments assez extraordinaires sur Messenger ou sur WhatsApp, où d'un coup on se dit, ah bah tiens, je suis en train de parler à une femme afghane, et en plus elle s'intéresse à la situation française, puisque nous on leur expliquait la situation, c'est-à-dire qu'on avait un gouvernement qui était prêt à taper sur les musulmans ici, mais qu'ils avaient fixé une liste de quelques centaines d'Afghanes et pas plus, et qu'il allait être difficile, voire impossible, de les faire sortir. Elles nous ont dit, essayez, vous pouvez le faire, et il se trouve que pour quelques-unes, on l'a fait. Alors on l'a fait non pas avec des réseaux d'espions internationaux, on l'a fait simplement en redécouvrant notre pouvoir de militants et de militantes, c'est-à-dire qu'on s'est toutes mis à écrire à nos députés, aux ministres, à trouver des gens qui connaissaient la femme de machin, qui connaissaient tel journaliste ou tel ministre, et c'est comme ça qu'en suppliant, qu'en demandant, qu'en exigeant, on va même dire en tant que féministe en harcelant, on a une bonne expérience de ça, on a fini par faire céder quelques politiques et avoir quelques visas. Et on en est là, c'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, je crois que vous avez entendu Shabnam, vous venez de comprendre aussi que ce n'est pas tellement elles qui ont besoin de notre aide, parce que l'Afghanistan, de toute façon, elles vont le libérer. Je pense que, et vous entendrez d'autres camarades, vous verrez que face à elles, un taliban, ils ne feront pas le poids. Par contre, nous, ici, on a besoin de cet espoir-là, et vous l'avez dit, vous êtes des révolutionnaires. Alors, je sais ce que vous pensez, la France est révolutionnaire. Vous pensez là à Éric Zemmour et à Darmanin et au mal qu'on a à faire progresser nos idées. Mais elles sont là pour nous dire qu'elles croient en nous, qu'on peut au moins essayer. Et voilà, donc nous, avant tout, Urgence Afghane, c'est un collectif de femmes qui ont eu l'extrême chance de rencontrer d'autres femmes qui y croient. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'une part de faire pression pour des visas, pour les Afghanes et pour les Afghans, parce que nous, on a d'emblée, et ça nous a évidemment attiré les foudres de l'extrême droite, on a dit pour un accueil inconditionnel des femmes afghanes et de leurs proches. Donc d'une part,
essayer d'obtenir des visas et puis maintenant essayer d'agir. Il y a plein de projets qui se font, notamment à Herat, pour lutter contre la famine qui s'abat sur le pays. L'objectif, c'est quand même qu'il n'y ait pas une deuxième ignominie. Je veux dire, on n'a pas arrêté les talibans. On a un gouvernement qui refuse d'accueillir les militantes politiques. Et aujourd'hui, on a quand même le même gouvernement qui nous dit qu'éventuellement, ils vont bâtonner toute l'aide humanitaire possible pour pas aider les talibans. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, il y a des gamines de 6 ou 7 ans qui vont à l'école, dans des écoles clandestines, sans avoir mangé. Et notre gouvernement nous dit que leur envoyer de l'argent pour manger, ça serait aider les talibans. Donc on a vraiment 2 objectifs, l'accueil inconditionnel ici et le soutien à la résistance afghane en exil et là-bas, et l'aide humanitaire. Voilà. Merci beaucoup. On est venu me dire juste un peu avant la conférence aussi que vous aviez eu l'appui de d'autres féministes importantes, et il y en a une dans la salle ce soir. Alors je ne veux pas vous forcer à prendre la parole, mais Virginie Despentes, si jamais vous voulez ajouter quelque chose. Merci. Du coup, simplement pour terminer cette table ronde, Reza, pour revenir sur la première édition et sur ce qui a été accompli depuis. Merci. Alors, la première édition, pour nous, ce genre d'événement, au-delà de cet aspect de solidarité et récolte du fonds, c'est très important d'organiser ce genre d'événement puisque même avant les talibans, on organisait assez régulièrement des événements pour changer un petit peu l'image de l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est pas des talibans, c'était pas toujours comme ça. L'Afghanistan, c'est un pays qui a une histoire, qui a une culture très très riche. Et dans les années 60, tout le monde se souvient, il y a des images. Il y a que l'Afghanistan moderne a existé. L'Afghanistan, ces 20 dernières années, la jeunesse afghane a vécu sous une république, sous une démocratie. La jeunesse est très attachée à toutes ces valeurs. Et que, comme ce soir, comme je répète encore une fois, on va voir les œuvres de Mina, sont incroyables. Et la première édition, il y a eu 2 concerts. Un jeune homme qui avait gagné beaucoup de prix en Afghanistan, un chanteur, qui venait juste d'arriver par le plan d'évacuation, le pont aérien, et il a pu ici même chanter. Il était très très heureux de pouvoir le faire. On lui a donné la possibilité d'exercer son métier, puisqu'aujourd'hui il est chanteur et qu'il ne pouvait plus le faire en Afghanistan. On va le soutenir, on continue à le soutenir. Là, on a réussi à le mettre en lumière, mais aussi montrer que l'Afghanistan, ce n'est pas que la guerre, et ce n'est pas que les talibans. Et ensuite, pendant tout le temps à manger, on a écouté de la musique afghane. 2 artistes étaient là présents. Et j'espère qu'on a réussi à changer un petit peu l'image de l'Afghanistan et des Afghans. Malheureusement, l'Afghanistan est connu que par la guerre. La culture d'Afghanistan est méconnue. Je suis aussi directeur du Centre culturel afghan de Paris. On organise peu d'événements à cause de Covid. On espère pouvoir le reprendre. Aujourd'hui, c'est très compliqué. On est aussi tout le monde dedans. Aujourd'hui, c'est pas qu'une association. On est plusieurs associations. Il y a le mouvement international de la résistance afghane qui s'organise. On a les filles, les féministes qu'on a fait sortir d'Afghanistan. Elles veulent militer, elles continuent à militer. On les aide et
La première édition a permis d'aider mieux et de meilleure façon les femmes et les filles qu'on accompagne, et les filles qu'on a fait sortir de l'Afghanistan. Ça a permis aussi à quelques maraudes de nuit, puisque aujourd'hui, comme Nadia l'a très bien dit, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas d'accueil, il n'y a pas d'accueil. Les gens, quand ils arrivent en région Île-de-France ou en France, ils sont accueillis dans la rue, et que les Afghans qui sont arrivés par le pont aérien, comme il y avait un grand projecteur et il y avait tous les médias dessus, du coup, la France a voulu montrer autre chose, de dire qu'on accueille des personnes exilées, mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est les mêmes Afghans qui fuient, les mêmes personnes, c'est-à-dire les talibans qui fuient la guerre. Et s'ils arrivent par la voie terrestre, ils sont accueillis au nord de Paris, sous le pont, où ils doivent faire tous les jours des kilomètres pour venir à Paris, parce que puisque tous les points de distribution alimentaire sont à Paris, tous les jours, ils doivent faire des kilomètres pour venir jusqu'à Paris, pour pouvoir manger un repas chaud et retourner le soir sous les ponts, où souvent, quand on fait des maraudes de nuit, on distribue des couvertures, des tentes et des vêtements chauds. Et le soir, la police, quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait quand les personnes ne sont pas là? Il lacère les tentes, il gaze les couvertures pour pas qu'on puisse se resservir de ces couvertures. C'est des idées, je ne sais pas où ils vont chercher toutes ces idées-là, comment ils arrivent à penser, à imaginer qu'on va gazer les couvertures pour pas qu'ils puissent se resservir. Et des personnes qui ont fui la mort. On a vu les images en Afghanistan, à l'aéroport de Kaboul, que les gens étaient accrochés. Vous pensez que si ces gens-là n'étaient pas en danger et que si ces gens-là n'étaient pas devenus fous par le désespoir, ils auraient fait ça? Jamais. Et qu'aujourd'hui, ce qui se passe à nos frontières, que ce soit en France ou en Europe, c'est la honte. Et ce qui se passe ici, en région Île-de-France, c'est aussi une honte pour un pays comme la France, qui est économiquement 6e puissance du monde. Les moyens sont là, on peut le faire. Créer des centres de premier accueil, c'est rien pour un pays comme la France. Mais malheureusement, la volonté n'est pas là. Et ce premier dîner, je remercie encore Refugee Food et aussi le Grand Contrôle, a permis à mieux accueillir les femmes qu'on a fait venir, mais aussi à participer à quelques maraudes de nuit et aider quelques familles, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut des gros moyens pour pouvoir aider les personnes exilées, puisque c'est pas comme ici. Vous avez vu ce qui se passe à Calais ces derniers jours. Et à Calais, on est aussi présent, mais c'est très compliqué, c'est très très difficile. Et ces aides nous donnent aussi l'espoir de continuer. Ça montre qu'on n'est pas seul. On est accompagné dans ces démarches assez difficiles et assez douloureuses. Mais voir cette salle remplie comme la dernière fois, ça nous remonte le moral. Et je vous remercie de nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup Reza, merci beaucoup Shamnan, merci beaucoup Nadia. C'est la fin de la première partie de notre table ronde. On va commencer la seconde sur les leviers politiques plutôt. Encore des applaudissements pour eux peut-être. Et du coup, j'invite à nous rejoindre sur scène Delphine Rouillot, qui est déléguée générale de France Terre d'Asile, Éric Pliez, qui est maire du 20e arrondissement de Paris, et j'invite enfin Raymonde Poncet-Monge, qui est sénatrice Europe Écologie Les Verts.
Merci d'être là ici ce soir pour continuer sur tout ce qui a été dit pendant la première partie, qui était plus de l'ordre de sensibiliser un petit peu aussi autour de toutes ces questions-là. Là, on va plus être sur les moyens d'action, ce qui a été fait aussi au niveau politique, ce qui reste à faire. En tout cas, et peut-être qu'on peut commencer par un ancrage local, peut-être au niveau de la ville de Paris. Alors, Éric Pliez, vous connaissez, vous avez rencontré Reza Jaffari, notamment au moment du mois d'août, pour essayer d'entrevoir des pistes pour accueillir des personnes, notamment dans le 20e arrondissement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui a été fait et plus généralement sur qu'est-ce que la ville de Paris a mis en œuvre ces 4 derniers mois ? Eh bien, bonsoir. Peut-être pour commencer, je voudrais rappeler 2-3 choses qui ont été sans doute dites avant. La première, c'est que la question de l'asile politique, c'est une compétence de l'État. Et donc la prise en charge des demandeurs d'asile, c'est d'abord la compétence de l'État. Et effectivement, si on peut considérer que l'arrivée des 2700 personnes, je crois, qui sont arrivées par les transits ordinaires a pu globalement bien se passer, puisque je crois que c'est plus de 2000 qui sont prises en charge par les dispositifs d'accueil. Le vrai sujet, et il ne date pas d'aujourd'hui, c'est bien un problème d'accueil en général, on y reviendra, et puis un problème de places disponibles pour accueillir les gens quand ils arrivent, de répartition bien sûr de ces personnes, mais de places disponibles avec un dispositif qui est non seulement sous-doté, mais qui en plus, comme c'était dit juste auparavant, ne va pas prendre en charge un certain nombre de personnes qui, selon les critères, ne relèveraient pas de l'asile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces personnes, au bout du compte, doivent se tourner vers le 115, le numéro des sans-abri, et donc on se retrouve avec une concurrence entre les publics pour un dispositif qui, de toute façon, lui-même est sous-doté. Donc, effectivement, si on peut considérer, enfin, visiblement, moi, c'est les chiffres que j'ai, que la prise en charge des 2700 personnes qui ont été rapatriées a pu se passer correctement, c'est la face, je dirais, immergée d'un iceberg qui est bien plus profond, avec y compris des gens qui étaient là auparavant, qui peuvent être afghans et qui sont toujours dans des situations totalement indestricables, puisque aujourd'hui ils sont en gros déboutés de leur droit d'asile. Donc je pense que le contexte général, il est quand même celui-là, et c'est le premier vrai sujet. Alors, la ville de Paris, alors la deuxième chose que je voulais dire, c'est que évidemment on est là dans une soirée particulière ce soir, mais que derrière cette question de la prise en charge des réfugiés afghans qui arrivent, c'est évidemment la question qui traverse l'Europe depuis au moins 2015, qui est la question en général des exilés et de la façon dont on les prend en charge en Europe. Mais bon, moi je vais parler de Paris, je te laisserai parler après. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a fait avec Paris ? Une fois que j'ai redit que le rôle de l'accueil et de l'hébergement était d'abord celui de l'État à l'arrivée, la ville de Paris a commencé le 2 septembre par organiser une conférence pour affirmer sa solidarité avec un certain nombre de maires de villes européennes, mais aussi d'ONG comme Amnesty, France Terre d'Asile, le HCR, ainsi que d'ailleurs une maire afghane qui était là tout à l'heure, si je crois. Ensuite, nous avons réceptionné avec la ville de Paris un certain nombre de demandes de protection. Et nous avons agi pour, je dirais, pour que effectivement ça soit pris en compte de manière efficace. Donc on va dire que c'est une centaine de personnes qui ont pu être, grâce à ces démarches, rapatriées, en plus de ceux qui devaient l'être. Ensuite, bon, je vous passe sur les événements plutôt qui sont après la vie quotidienne, c'est-à-dire faire valoir la culture, accompagner les gens dans une première forme d'intégration. Ça, c'est ce qu'on fait. Les accompagner évidemment dans la phase des démarches administratives, qui est quand même une phase extrêmement essentielle, parce qu'on sait bien que mieux les gens sont accompagnés, plus vite ils obtiendront leur titre. Bon, et puis quelques soutiens à des associations comme Action contre la faim. Au niveau de la mairie du 20e, donc un des arrondissements de Paris, je dirais 3 choses. D'abord, on a des élus qui sont investis. Lila, qui est une des organisatrices de cette soirée, est là pour le démontrer. On organise des choses sur le plan culturel avec notamment le photographe Reza, qui
est là peut-être, ou qui devrait être là, qui débouchera sur une expo. On organise une expo à la suite d'un travail qui va être fait avec des artistes au sein d'un de nos équipements culturels. Et puis nous prévoyons que 2 appartements puissent être dédiés, 2 pour commencer, portés par une association, probablement la vôtre, qui permettrait d'accueillir en ce qu'on veut, co-hébergement, co-living pour faire moderne, des femmes, et puis les accompagner dans leur démarche globale d'insertion. Un appartement qui, de fait, pourrait tourner à la suite dès que les personnes auraient leur statut et pourraient donc intégrer un circuit plus ordinaire. Voilà ce qu'on fait. Mais enfin, ce que je voulais dire quand même, c'est qu'on organise cette soirée dans un moment où, je crois qu'en 2021, c'est 500 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée, où ce week-end, tout le monde a suivi les 27 personnes décédées dans la Manche, où clairement l'Europe d'abord durcit sa politique globale, puisque je crois qu'à la suite du drame de la Manche, tout le monde s'est calé pour une politique plus répressive, mais on a quand même très peu parlé d'asile. Si on en a parlé, c'est pour dire qu'il en faut le moins possible. Et puis un durcissement, on est quand même dans une période préélectorale, un durcissement très fort de la droite qui, quel qu'il soit, parle de quotas, parle de mettre en cause des règles européennes, vont même plus loin en parlant d'interdiction pour les étrangers en situation régulière. Je voudrais dire un mot là-dessus quand même. Moi, j'ai présidé le SAMU social jusqu'à 2 ans, c'est-à-dire avant d'être maire du 20e. On hébergeait en Ile-de-France 50 000 personnes tous les soirs, 50 000 personnes en famille. Parmi ces personnes, allez, on va dire, plus de 60% étaient dans ce que j'appelais les ninis, ni régularisables, ni expulsables. Parce que des enfants étaient nés sur le territoire, parce qu'ils étaient là depuis longtemps, mais pas assez longtemps pour faire valoir leurs droits. Ça veut dire que quand on dit interdiction de la régularisation, ça veut dire que ces gens vont rester dans un entre-deux. Or, on ne mettra pas ces gens-là dehors. Donc, qu'est-ce qu'on fera? On les retrouvera sur les campements et dans des situations de clandestinité. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une période extrêmement tendue et dangereuse pour la prise en charge des personnes. Voilà, donc ce que je peux dire pour la ville de Paris, parce que je suis là aussi pour porter la parole de la maire de Paris, évidemment, nous, à Paris, nous estimons que c'est un sujet européen, bien sûr, que ce sont évidemment des vies humaines qui sont en danger et que les dérèglements climatiques, toutes les crises qui arrivent démontrent que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc comment on y fait face? Comment on peut mettre en place, y compris un accueil d'abord et une répartition digne des personnes sur le territoire? Nous pensons que nous devons être un phare. La ville de Paris doit être un phare dans ce type d'accueil. Voilà, et que par exemple, les 90 000 étudiants étrangers, dont là aussi on remettra en cause l'arrivée sur le territoire, ce sont des ambassadeurs pour nous demain dans leur pays quand ils y retourneront. Donc je pense qu'il faut continuer. Voilà ce que je peux vous dire. Et pour conclure, évidemment, une urgence à redimensionner un dispositif d'accueil qui est totalement sous-dimensionné. Merci. Merci. Pour rester sur Paris, avec Reza, nous parlions juste avant de l'importance d'être dans des villes aussi qui offrent des possibilités. Et vous disiez à juste titre que, particulièrement à destination des activistes, c'était important de soutenir la résistance et que c'était difficilement possible ailleurs qu'à Paris. Est-ce que vous pouvez un petit peu ajouter quelque chose là-dessus? Oui, puisque alors, les Afghans ou les Afghanes militantes et surtout, là, parmi ces 2600 personnes qui ont été évacuées depuis Kaboul, il y a beaucoup de journalistes, d'écrivains, des élites intellectuelles, des militantes, des activistes, et ils ont envie, la plupart, je suis en contact presque avec tout le monde. À part quelques familles qu'on les laisse un peu tranquilles pour pas les remettre, parce que les enfants ils sont assez choqués et que même aujourd'hui quand je parle avec toutes ces personnes me disent que c'est maintenant que ça fait mal. On était chaud et on comprenait pas ce
s'est passé. Et là, on est vraiment mal. Et c'est pourquoi, encore une fois, un accompagnement bienveillant est plus qu'indispensable pour ces gens-là. Mais pour revenir, pourquoi c'est important qu'ils soient dans la région Île-de-France, puisque ils ont envie de militer. Il y a une résistance qui se crée, une résistance afghane. Et du coup, ils se disent, voilà, moi, je rate beaucoup de choses. Ils se culpabilisent et qu'ils sont là ils voulaient pas se sauver. Ce soir, on a une fille qui est là, une écrivaine, Rayhana. On l'a suppliée pour qu'elle vienne en France. Elle voulait continuer son combat en Afghanistan. Mais c'est pas possible. Tu vas juste être tué par les talibans. Et pour qu'elle puisse continuer son combat, on l'aide. Et d'où la nécessité d'avoir un hébergement en région Île-de-France. Et tous les ministères sont à Paris, toutes les ambassades sont à Paris, et que Paris est stratégiquement dans le monde entier, c'est une ville très importante. Et surtout l'Afghanistan, aujourd'hui, toutes les décisions les plus importantes se prennent à l'étranger. Que ce soit à Doha ou en Russie, en Turquie. Peut-être qu'il y aura aussi des réunions. Il va y avoir des réunions à Bruxelles, puisque la Commission européenne a créé une délégation qui va avoir un bureau à Kaboul avec qui on est en contact, et qu'ils ont envie de participer à tout ça. Et je trouve souvent injuste quand il y a des réunions, quand il y a des conférences où on parle des Afghanes et des Afghans. Aujourd'hui, la génération, les jeunes qui sont là, c'est une génération éduquée, c'est une génération qui est prête à prendre même la gouvernance d'Afghanistan et le gouverner de façon démocratique. Et pourquoi pas les utiliser? Et pourquoi souvent on a des conférences, on a quelques personnes qui sont spécialisées dans l'Afghanistan, on a parfois des grands reporters, parfois des militaires qui étaient sur place pendant longtemps, mais qui ont un regard de leur point de vue spécialisés de ce qu'ils ont vu, mais pas vécu en Afghanistan. Et c'est important que ces gens-là soient parmi des décideurs aujourd'hui pour l'Afghanistan. Encore une fois, la chute des Américains ou d'autres puissances étrangères en Afghanistan, parce qu'on ne peut pas, nulle part dans le monde, on ne peut pas arriver et imposer des choses. Et c'est important que les personnes qui en ont envie, si la France veut vraiment aider, il ne faut pas oublier qu'en Afghanistan, il y a eu à peu près 90 personnes décédées en Afghanistan lors des opérations militaires, et qu'on était là pour reconstruire le pays, pour défendre les valeurs qui sont les nôtres aussi, la démocratie, la République, l'humanité, la liberté d'expression, les droits des femmes. Et tout ça, c'est supprimé aujourd'hui. En Afghanistan, on a dépensé des milliards, on a perdu des gens, et qu'aujourd'hui, si on veut concrètement aider, il faut faire participer les gens qui en ont envie. Et pour ça, il faut qu'ils puissent rester en région Île-de-France, rester le plus près et se sentent soutenus, et aussi les faire participer comme on fait ce soir. On entend les militantes, on entend les artistes, on entend les Afghans qui sont arrivés et qui ont envie de continuer. Moi, je suis originaire d'Afghanistan, mais je ne pourrais pas militer et continuer à mener ce combat sans eux. C'est pas possible. Et la France ne pourra pas faire pareil sans ces gens qui ont envie ne pourra pas faire le combat contre l'extrémisme, contre
les terroristes il faut le dire qu'aujourd'hui, l'idéologie, il ne faut pas oublier qu'en Afghanistan, il n'y a pas que les talibans, il y a aussi Daesh, il y a Al-Qaïda qui veulent conquérir le monde. Aujourd'hui, le monde est face à une insécurité majeure. Et, merci beaucoup, voilà, Reza. Non, mais merci beaucoup à vous. Vous parliez aussi... vous parliez de la question de l'accueil. Il y a l'accueil, après il y a aussi en urgence, il y a l'insertion professionnelle des personnes en exil, et parfois c'est aussi là que le bas blesse, notamment dans certaines professions. On le voit aussi bien en journalisme, où il y a un déclassement socio-professionnel très très important à l'encontre de ces journalistes qui très vite changent de métier parce qu'en France ils n'arrivent pas à en vivre. Donc c'est aussi un des combats que vous menez. Et j'aimerais me tourner vers vous maintenant, Delphine Nourouillot, puisque Éric Piez a commencé à en parler, mais il y a aussi la question des ressortissants afghans qui sont présents sur le territoire français depuis un moment désormais. Il est vrai que la prise de Kaboul a donné lieu à une mobilisation assez exceptionnelle, mais dites-vous, il ne faut pas oublier ceux qui sont déjà là. Alors est-ce que vous pouvez développer et qu'est-ce qui peut être mis en place ? Oui, merci beaucoup. Merci d'abord pour cette invitation. Peut-être pour commencer, vous dire en fait ce que je trouve très important dans une soirée comme celle-là, c'est qu'elle intervienne quelques mois après les événements et qu'elle permette de continuer à parler d'un sujet qui a trop vite disparu de l'espace médiatique. Et c'est en lien direct avec votre question en réalité, parce que effectivement, je pense que je ne vais pas revenir sur les opérations d'accueil, mais elles se sont dans l'ensemble plutôt bien déroulées et les gens ont été très clairement sans doute mieux traités que tous les autres exilés, réfugiés, demandeurs d'asile qu'on a pu voir arriver ces dernières années. Mais ce que quelque part ça met en lumière, c'est l'énorme inégalité de traitement qui peut exister entre des opérations d'accueil très structurées, avec des moyens, une mobilisation à tous les niveaux de l'État, des collectivités locales, et puis une réalité qui est évidemment beaucoup plus dramatique dans la prise en charge au quotidien de migrants qui sont nettement moins bien accueillis. Et effectivement, c'est particulièrement vrai pour les populations afghanes. Ça fait plusieurs années qu'il y a environ 10 000 Afghans qui viennent en France demander l'asile. Après la crise je fais un tout petit peu d'histoire, mais pour que vous compreniez, après la crise syrienne, enfin en gros 2015-2016, et l'ouverture des frontières de la Turquie vers la Grèce, il y a eu une arrivée importante en fait d'Afghans qui étaient en Turquie ou en Iran même, et qui ont rejoint l'Europe à ce moment-là, qui sont pour l'essentiel partis plutôt en Allemagne, plutôt en Suède, et qui sont arrivés en France en fait dans un deuxième temps. Et donc l'immigration afghane en France, elle a à peu près 3 ans. Enfin, dans des nombres à peu près proportionnés, je vous dis autour de 10 000 personnes. Donc 3 000 réfugiés qui sont arrivés il y a quelques mois, c'est très peu de choses par rapport à d'habitude. La vraie différence, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes personnes. Là, on parle des femmes aujourd'hui. Il faut bien voir que ces dernières années, on n'a quasiment pas vu arriver de femmes afghanes. Là, effectivement, on a un enjeu de comment réussir à accompagner ces femmes afghanes dans l'intégration, mais plus de 90% des Afghans qui arrivaient ces dernières années, c'est des hommes, et des jeunes hommes qui, en fait, avaient fui l'Afghanistan et pris les routes migratoires qu'on connaît, qui mettent évidemment des mois, des années avant de réussir à rejoindre l'Europe. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est ces Afghans qu'on retrouve dans les campements, effectivement. C'est ces Afghans qui relèvent ce qu'on appelle le règlement de Dublin. Alors c'est un peu juridique, un peu technique, mais c'est super important de bien comprendre en fait les règles qui régissent le droit d'asile en Europe pour mesurer le mauvais traitement que ces personnes effectivement reçoivent. Alors c'est pas qu'en France, c'est un petit peu partout. Mais quand on veut déposer une demande d'asile en Europe, on n'a pas le choix du pays dans lequel on la dépose. On doit déposer une demande d'asile plus ou moins dans le pays par lequel on est rentré sur le territoire européen. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les pays frontaliers, donc la Grèce et l'Italie principalement, l'Espagne un petit peu, et puis les pays de l'Europe de l'Est, qui sont les portes d'entrée géographiques, on n'y peut rien, sont les pays théoriquement par lesquels l'essentiel des demandes d'asile doivent être traitées. Et ça crée ce qu'on appelle de l'errance, c'est-à-dire qu'en fait, des Afghans qui, soit parce qu'ils n'ont pas été bien traités dans le pays initial, soit parce que pour X ou Y raison, pour des raisons communautaires, des raisons de projection, un peu de où est-ce qu'ils ont envie d'aller, se retrouvent en France. Beaucoup d'entre eux ne sont pas censés être pris en charge par l'État français, et donc en fait passent 18 mois à attendre qu'un délai s'écoule pour que l'État français accepte enfin de prendre en compte leur demande d'asile. Et donc les situations que Reza vous évoquiez, alors au début de la première table ronde plutôt, mais donc de ces personnes qui dorment dans des campements sous des ponts, etc., c'est très largement des gens qui ne sont pas éligibles
aujourd'hui, par un choix politique de l'État français, hein, il pourrait faire autrement, mais qui ne sont pas éligibles à une prise en charge dans la demande d'asile. Et donc on a beaucoup trop d'errance et beaucoup trop de situations qui traînent comme ça, avec des personnes qui effectivement sont prises en charge par le 115, c'est-à-dire en fait dans le droit commun des sans-abri en France, parce que les dispositifs d'accueil ne sont pas adaptés, dimensionnés pour permettre la prise en charge de toutes ces personnes-là. Donc, je suis un petit peu long, mais c'est peut-être pour contextualiser, pour bien comprendre que cette question afghane en France, elle porte non pas sur le bon accueil de ces personnes-là, qui par ailleurs sont sans doute plus diplômées, donc j'espère, pour beaucoup francophones, anglophones, j'espère qu'elles trouveront plus facilement des solutions d'intégration. Mais le vrai enjeu pour nous, associations qui prenons en charge des réfugiés, des demandeurs d'asile, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes qui, pour le coup, ont vécu des routes migratoires particulièrement traumatisantes, ont vécu des conditions d'accueil souvent quand même très dégradées, et ont donc des perspectives et des possibilités d'intégration qui sont quand même plus difficiles. Ça ne vous donne pas de solution à ce stade, mais voilà, notre enjeu pour nous, il est là, le vrai enjeu sociétal quelque part en termes de politique d'accueil, et c'est vrai pour les Afghans, et nous, Français d'asile, on parle de tout le monde, on ne parle pas que des Afghans, c'est vrai en réalité pour tous les demandeurs d'asile, tous les exilés qui, relevant du règlement de Dublin, se retrouvent comme ça dans cette situation d'errance. Et donc nous, on appelle à une réforme profonde des règles européennes en matière d'asile, parce que tant qu'on ne refondera pas profondément ce règlement, les politiques nationales en matière d'asile au sein de l'Union européenne continueront à créer des situations comme ça. Et donc ce qu'on porte, c'est une réforme qui consiste à non plus choisir le pays d'instruction de la demande d'asile comme étant celui de la porte d'entrée, si vous voulez, mais bien une réforme solidaire ou une coalition de pays solidaires, la France, l'Allemagne. Il y a toute une série de pays qui sans doute pourraient être prêts à s'engager, acceptent de se répartir le bon accueil. Et en fait, en faisant ça, on sortirait de ces règles de répartition qui ne fonctionnent pas. Et je pense qu'on pourrait remettre un peu de dignité et un peu de discours positif, bienveillant, accueillant dans un cadre politique de l'asile aujourd'hui qui est effectivement qui n'est rempli que de discours de haine ou de rejet. Voilà. Oui, peut-être que... Peut-être que Raymond Poncémon, je voulais rebondir aussi avec une perspective européenne. Alors, sur la perspective européenne, enfin, moi, nous partageons tout à fait cela. Nous avons fait cette année, pendant 3 mois à Briançon, nous sommes allés à la frontière, puisqu'on a rétabli les frontières intérieures en France, et que les personnes qui passent devraient pouvoir, sans être expulsées, renvoyés en Italie, devraient pouvoir normalement déposer un dossier d'asile, et ils ne le font pas, quoi. Donc on est un petit peu, on a voulu pointer ça, et il y a des démarches effectivement juridiques. Nous, sur le plan du Sénat, enfin parce que c'est surtout la situation du Sénat. Alors vous dites, on n'en parle plus. Bah, écoutez, au 25 novembre, quand même, la délégation des droits aux femmes, la DDF du Sénat, a fait une table ronde. C'est la journée 25 novembre, tout le monde ici doit le savoir, de lutte contre les violences diverses, sexistes, faites aux femmes. Enfin, une journée là-dessus. Là, a fait une table ronde sur la situation des femmes afghanes. Donc ça, c'était très important. Et je veux dire aussi, tout à l'heure, on parlait d'une tribune. Les tribunes, on sait, sur le plan des tribunes, quelquefois, on se demande si ça a beaucoup d'utilité. Une tribune, on en fait, ça a été dit, pour ceci, pour cela, etc. Mais sur le plan international, ça a beaucoup d'impact dans le pays duquel on parle. Enfin, il y a... La dernière chose que j'ai vue, c'est en Catalogne. Quand on fait une tribune ici et qu'on signe, en Catalogne, ça a beaucoup plus d'écho qu'en France. Il faut le faire pour les autres. Alors nous avons souhaité, j'ai posé une question au gouvernement. Nous avons souhaité, parce qu'il n'y a pas besoin, les outils existent, c'est toujours la même chose. En Europe,
on aurait pu, face à la situation afghane, activer la directive européenne de 2001 pour la protection temporaire et une politique de l'accueil. À ce moment-là, on aurait pu tout à fait l'actionner et donc démultiplier, pas simplement mettre 2600 personnes, mais démultiplier. Il y a une directive, aucun pays de l'Europe n'a voulu l'activer. Et ça a été pareil quand la Turquie a menacé de lâcher les immigrés. Pareil, l'Europe aurait pu très bien activer cette directive. Donc nous, on a demandé l'activation de cette directive au-delà des réformes systémiques dont vous avez parlé, qu'on soutient. Aujourd'hui, sur le plan politique, vous avez raison, on demande qu'il n'y ait pas d'expulsion directe, bien sûr, de retour en Afghanistan, mais on sait que les expulsions se font, on appelle ça les expulsions par ricochet. C'est-à-dire qu'on renvoie dans le pays dubliné, voilà, on dit vous êtes rentré par là, on renvoie par exemple en Autriche, et en Autriche, eux, ils font des expulsions directes sur l'Afghanistan. Donc c'est-à-dire de façon très hypocrite, on renvoie dans un pays d'Europe qui, lui réexpulse. Alors, nous, sur le plan politique, on soutient assez la demande d'Amnesty International qu'il pose en ce moment. D'abord d'organiser des voies de passage et d'évacuation, bien sûr, de continuer en Afghanistan, mais de considérer toutes les femmes et les filles afghanes qui arriveraient dans un pays, y compris limitrophe, de les considérer comme des réfugiés de facto, du fait de leur sexe, parce que tout retour en Afghanistan les met devant un danger grave du fait que c'est une femme ou une fille. C'est une position originale, enfin, que vient de poser Amnesty International et que je trouve intéressante, au-delà de nos positionnements pour beaucoup plus large sur une politique de l'accueil, y compris une politique migratoire européenne coordonnée et responsable, comme vous en avez parlé. Donc c'est un petit peu là-dessus que nous militons aujourd'hui. Nous demandons aussi le regroupement familial beaucoup plus systématique, enfin, plus que d'assouplir les règles actuelles et effectivement de donner dans les ambassades des pays limitrophes, Pakistan, etc., de donner systématiquement des visas humanitaires. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Europe, outre rétablir, quand on était... Vous voyez, on a eu une loi au Sénat, elle s'appelle Asile et immigration. Cette collusion, à chaque fois, sur la politique migratoire ou la politique d'asile. Vous remarquerez aussi que notre président, quand même, savait bien qu'il allait avoir un mouvement d'empathie sur la situation de l'Afghan. Et quand il parle effectivement de ceux qui vont recevoir, mais tout de suite, il envoie un signe à la droite en disant nous allons faire attention à l'immigration irrégulière, etc., etc. Donc c'est aussi toujours ce double mouvement aussi de collusion entre une politique tout simplement d'honorer nos signatures internationales sur le droit d'asile. Enfin là, il n'y a qu'à appliquer. Je veux dire, il faut tout simplement le droit d'asile, là, il s'applique de fait. Et d'impossibilité, vous en avez parlé, la volonté de ne pas revoir une politique migratoire répressive. Voilà. Aujourd'hui, je serais tentée de dire, parce que on en a parlé, qu'il faut faire attention aussi, parce qu'à la journée au 25 novembre, là, au Sénat, on nous a quand même beaucoup alerté sur la situation humanitaire, sur la situation... Vous allez dire, bon, c'est quelqu'un qui l'a dit, mais qui a dit aujourd'hui le problème c'est de manger. Enfin, il y a aujourd'hui effectivement cette honte qui est de conditionner, y compris l'aide humanitaire, l'aide alimentaire, la conditionner parce que il faut rétablir alors les droits, enfin à certaines conditions qu'on donne à l'État taliban, ou aussi de la refuser au nom du fait qu'elle est captée, etc.
Et donc, on a eu une alerte, nous, qu'on a vraiment entendue et qu'on va répercuter au niveau européen et au niveau, c'est que l'aide alimentaire, c'est enfin, l'aide humanitaire aujourd'hui, et pas seulement alimentaire, mais aussi pharmaceutique, des biens comme ça. Aujourd'hui, il y aurait 1 million d'enfants qui sont menacés de ne pas passer l'hiver. Enfin, il y a une situation catastrophique pointée par le haut-commissaire aux réfugiés et l'Europe, où aussi les États internationaux continuent à vouloir conditionner cette aide. Alors ça a été vraiment une alerte. Bon, je ne sais pas si... Voilà, c'était un peu les 2 points sur lesquels je voulais intervenir, et sur le fait que nous, au Sénat, quand même, on a reparlé de cette situation et on veille dans les questions. Non, mais vous avez raison, hein. Il y a une sorte de zapping, hein. On passe d'une situation internationale à une autre. Mais là, l'Afghanistan, parce qu'elle est articulée avec la question des femmes, je pense, j'ai meilleur espoir qu'elle soit maintenue, toujours vivante, toujours présente. Oui, merci. Et comme vous le disiez aussi, le respect des conventions internationales, tout simplement. Il est -5 et je sais qu'il y avait des questions dans l'audience, donc peut-être qu'on peut demander à Shamnan et Nadia, si elles sont là, de revenir sur scène. Si vous avez des questions par rapport à la première et la deuxième table ronde pour nos invités. Merci. Au moment des événements, tout le monde avait envie d'aider à faire sortir le maximum de personnes en grand danger. Ça a été très compliqué, vous l'avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, donc je vais poser 3 questions, hein. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore un enjeu et comment ça se passe? La deuxième question, ça concerne l'aide aux écoles, aux femmes, à toutes les personnes qui ont besoin d'aide en Afghanistan. Elles sont extrêmement nombreuses. Mais si on prend la question des enfants et des écoles, la question, c'est comment est-ce qu'on fait passer l'argent en considérant que diverses associations, et vous en faites partie, ont les bons contacts sur place. Comment est-ce qu'on fait pour faire parvenir l'argent aux personnes individuelles qui peuvent prendre en charge des classes clandestines? Bon, j'ai quelques éléments de réponse par les contacts que j'ai, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et puis la troisième question, c'est ici, en France ou en Europe, comment est-ce qu'on peut faire, vous avez évoqué plein d'aspects, comment est-ce qu'on peut faire, si on est tous là, c'est qu'on a envie d'aider. Il y a plein de sujets, il y a les questions d'accueil, les questions linguistiques, les questions de logement, les questions professionnelles. Il y a une question que moi j'ai entendue dans d'autres tables rondes, dont une que j'avais organisée pour un réseau professionnel de femmes il y a quelques semaines. Il y a une question qui est la reconnaissance des diplômes. Et je terminerai là-dessus, parce qu'on entend beaucoup dire que le système médical français a besoin de mains de tout niveau dans la chaîne du système hospitalier. Et quand on parle à la chaîne de l'espoir, par exemple, Éric Chesson dit « Mais moi, j'ai des anesthésistes, j'ai des médecins, j'ai des infirmiers afghans en France, et j'arrive pas à les faire reconnaître pour qu'ils puissent travailler. » Bon, bien sûr, il y a la question linguistique, mais avec l'anglais, on peut faire des choses. Donc ça, c'est encore c'est un troisième niveau. Donc ça fait beaucoup de questions, mais c'est vrai que si on est là, c'est qu'on a envie d'être utile, et on est un peu démunis et impuissants devant l'ampleur de cette difficulté épouvantable. Merci. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour les mutualiser? Est-ce que Delphine Rouillot voulait rebondir sur la question des diplômes, peut-être? Peut-être sur la première et la troisième question de madame, puis je laisserai la deuxième à d'autres. D'abord sur ce qui se passe en ce moment, parce que effectivement, là, on n'en a pas trop parlé, mais il y a quand même des rapatriements qui continuent, alors qui continuent en nombre beaucoup plus faible. Mais nous, France Terre d'Asile, on continue à accueillir. Voilà. On continue à accueillir des personnes qui, effectivement, pour certaines, sortent d'Afghanistan, et pour d'autres, en fait, arrivent plutôt du Pakistan ou d'Iran, c'est-à-dire, en fait, ont pris des routes un peu alternatives pour quitter l'Afghanistan et ensuite réussissent à obtenir des visas, des moyens de rejoindre l'Union européenne. C'est des familles, ouais, c'est des familles.
Non, c'est pas forcément. Non, c'est pas forcément au titre du regroupement familial. C'est souvent des gens qui étaient sur ces fameuses listes de personnel prioritaire et de personnes identifiées comme étant particulièrement à risque. J'en parle comme si tout le monde savait ce que c'était. Le gouvernement français a travaillé à l'établissement de listes de gens qui étaient particulièrement ciblés théoriquement par les talibans et donc qui devaient prioritairement être concernés par les opérations de rapatriement. Les opérations de rapatriement, elles se sont interrompues plus tôt que prévu à cause de l'attentat de Kaboul vers le 27 ou 28 août. Mais voilà, néanmoins, il y a des listes très longues. Et après, il y a une deuxième série de listes qui est toute la famille des gens que les personnes qui avaient pu être rapatriées essayaient de faire revenir. Donc juste pour répondre à madame, voilà, les opérations, elles continuent de manière beaucoup plus discrète que ce que ça a pu être fait fin août et en nombre moins important. Mais l'État français, en tout cas, continue à faire cet effort-là et nous, on les accompagne dans cette mission-là. Et après, oui, effectivement, je vais hocher la tête sur la troisième question de madame sur qu'est-ce qu'on peut faire en France, parce que ça, c'est notre mission à des associations comme la mienne, que d'essayer d'accompagner dans l'intégration, dans toutes les démarches d'intégration. La question de la reconnaissance des diplômes, elle est évidente, elle est connue de longue date, malheureusement, pour les Afghans, mais pour tout le monde. Les priorités d'intégration, c'est quand même l'apprentissage de la langue, parce que diplôme ou pas diplôme, tant qu'on ne maîtrise pas la langue, on ne peut pas travailler, ou quasiment pas. Ce qu'il faut juste bien comprendre sur le parcours d'intégration des Afghans qui ont été rapatriés fin août, c'est qu'ils sont actuellement dans des centres d'accueil, ils sont en train d'attendre que que l'OFPRA leur délivre le statut de réfugié, et ce qui leur permettra d'avoir un titre de séjour de 10 ans, de pouvoir trouver un logement, chercher du travail. Donc ils sont dans une espèce de phase intermédiaire. Et le vrai travail d'intégration, le vrai temps d'accompagnement qui pourra mobiliser, je pense, du travail bénévole et vraiment tout plein d'associations, ça va être à partir de janvier-février, quand ils auront leur statut, et que là, véritablement, ils vont pouvoir rentrer dans une phase de leur vie où ils vont se projeter dans la reconstruction de leur parcours de vie professionnelle, venir ou pas sur Paris, parce qu'effectivement, beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas sur Paris en ce moment, mais c'est temporaire, c'est parce que c'est là-bas que sont les centres d'accueil, ailleurs qu'à Paris, pour beaucoup. Mais donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous investir et de vous mobiliser pour accompagner ces Afghans qui ont été rapatriés, à partir de janvier-février, quand ils seront de nouveau complètement libres de leur démarche, ça sera à mon avis le bon moment. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait juste traduire la question pour Shamnan et peut-être qu'elle partage aussi comment elle envisage qu'on puisse aider, comment les citoyens français, par exemple, peuvent venir en aide. سلام مجدد خدمت عزیزانی که به این جمع پیوستند و خوشحال هستم باز هم که در جمع شما قرار دارم. اگر ما بیایم از شما درخواست این را بکنم که روند خروج زنان و کسانی که میخواین افغانستان را ترک بکنن سریعتر بسازین، شاید این معقولانه نباشه، چون افغانستان جمعیتش به 34 میلیون نفر میرسه و قطعا ما قادر به این نیستیم که 34 میلیون نفر از افغانستان خارج بسازیم. کاری که ما میتونیم انجام بدیم به عنوان یک انسان برای زنان و اطفال و مردمی که در افغانستان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن و هر روز بخصوص زنان فعال در افغانستان به اشکال مختلف صدایشان خفه میشه، ترور میشن، این هست که در کنارشان قرار بگیریم، صدایشان باشیم، اجازه ندیم که اتحادیه اروپا، کشورهای ابرقدرت، کشورهایی که در سیاست نقش اساسی دارند، طالبان تا زمانی که حقوق اساسی زنان را به آنها باز میگردانند به رسمیت بشناسند. قطعا اگر این کشورها به خاطر منافع خود قطعا اگر این کشورها به خاطر منافع خود بیایند قدرتی که طالبان حالا گرفتن به یک نحوی هنوز حکومت تبدیل به حکومت نشده، اگر به خاطر منافع خود بیایند این طالبان با تمام این وحشیگری که فعلا در افغانستان جریان داره اینا به رسمیت بشناسن، یک ظلم بزرگی هست که در حق زنان افغانستان، زنانی که در طول این 20 سال به خاطر حقوق خود مبارزه کردن، یک ظلم خیلی بزرگ دنیا در مقابل اونها انجام میده. و ادامه داره صحبت‌های من، اما بگم یا نه؟ خب حرف این هست
حرف اینجا هست که ما گفتم ما قادر به خروج تمام زنان افغانستان نیستیم، پس ما باید به خاطر بقای زنان در افغانستان کاری انجام بدیم. متاسفانه زنان زیادی در افغانستان سرپرست فامیل‌هایشان بودند که با آمدن طالبان شغل خود از دست دادن و فعلا در خانه هستند و فامیلشان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنه. ما باید صدای زنان افغانستان باشیم. حتی با نشر یک پست در فیسبوک با پرداخت حداقل 10 یورو شما میتونین در کنار زنان افغانستان باشین و بتونین به عنوان یک انسان، به عنوان یک فیمینیست از اونها حمایت بکنین. تشکر. De nouveau, bonsoir à ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure quand j'avais pris la parole. Et pour vous dire que comment on peut aider les Afghans et les Afghanes, et si je vous dis qu'il faut accélérer l'évacuation et il faut faire sortir tous les Afghans qui sont en danger, je pense que ce n'est pas la bonne solution et ce que je demande, je pense que ça ne sera pas juste parce que il y a plus de 34 millions de personnes qui vivent en Afghanistan et beaucoup sont en danger, ce qui est presque impossible de faire. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de soutenir le peuple, soutenir les femmes afghanes. Et aujourd'hui, il y a certains pays qui commencent de parler de gouvernement afghan ou de gouvernement des talibans. Ce n'est pas encore un gouvernement, c'est des rebelles qui sont arrivés, des terroristes qui ont pris le pouvoir par la force. Aujourd'hui, reconnaître les talibans, c'est un crime contre les Afghans, les Afghanes, contre tous les droits fondamentaux. Et qu'aujourd'hui, c'est aussi un crime contre les femmes afghanes. Les femmes afghanes, tout ce qu'elles ont bâti pendant ces dernières années, ces 20 ans, aujourd'hui, elles voient tout ça s'écrouler devant leurs yeux. Et que si les talibans deviennent vraiment un gouvernement reconnu par les États occidentaux et qu'on commence à vraiment travailler avec eux, c'est là que le vrai crime va être commis. C'est les femmes, les 18 millions de femmes n'auront plus aucun droit. Les filles n'auront plus aucun droit, ne peuvent plus aller à l'école. Et que tout ce qu'elles ont fait pendant ces 20 dernières années, ça n'aurait servi à rien. Et tous ces sacrifices des femmes qui devaient en même temps travailler et élever leurs enfants et aussi influencer les autres pour que leur voix soit entendue. Et tout ça va disparaître et je pense que ce qu'on peut faire, c'est de ne pas essayer de ne pas reconnaître le gouvernement des talibans et soutenir les féministes et les femmes qui sont là. Vous pouvez, avec des simples posts sur les réseaux sociaux, soutenir les femmes. Ça leur donnera de l'espoir. Et avec vraiment peu de moyens aujourd'hui, peut-être même pas avec 10 euros par personne, vous pouvez faire beaucoup pour les filles et les femmes afghanes. Ce que je demande aujourd'hui, c'est ne pas oublier les femmes et ne pas reconnaître le gouvernement taliban parce que ça sera un crime contre tous les droits fondamentaux et surtout contre les femmes afghanes. Merci beaucoup. Merci beaucoup et quelle mémoire pour la traduction. Impressionnant. Il nous reste 1 minute. Je vous ai vu aussi. Est-ce que Nadia voulait rajouter quelque chose? Super. Par rapport, excuse-moi, mais par rapport à ce qu'on peut faire, ça me fait penser par association d'idées que
ceux qui vont voir, enfin, les femmes ont protesté parce que les délégations politiques ou même humanitaires étaient essentiellement masculines. Enfin, c'est-à-dire il y avait une sorte indirectement d'adaptation et elles ont demandé à ce que on ne cède pas aux talibans en envoyant pour tout, enfin, dans toutes les rencontres, en envoyant que des hommes. Enfin, ça a été dit au Sénat, ça. C'est-à-dire que quelquefois, on s'auto-censure comme ça, quoi. On se disait, vaut mieux pour les voir. Et il y avait des photos comme ça de rencontres internationales ou même avec des ONG, politiques ou humanitaires, où les femmes avaient disparu, y compris du côté occidental, du côté de ceux qui venaient rencontrer. C'est une façon aussi. Alors ils se sont dit non, ils ont même envoyé une délégation qu'avec des femmes. Enfin, on résiste toujours par des méthodes, par des voies, y compris symboliques. Je veux dire, enfin plus que symboliques là. Et puis je voulais dire, parce que tout à l'heure j'en ai pas parlé. On parle beaucoup de Paris. On est à Paris, c'est normal. Hein, moi je suis de Lyon, mais il y a un réseau quand même des villes accueillantes, hein, des villes solidaires qui s'est tissé à Lyon, à Strasbourg, etc. Et la solidarité, bon, pour l'accueil des réfugiés et des migrants en général, mais particulièrement mobilisés là aussi cette année autour de la question afghane, a été quand même sur le plan national. Et c'est bien aussi que... et puis on parlait aussi de... les mineurs non accompagnés, par exemple, quand ils sont ni là aussi, hein, ni dans une situation ni majeure, ni reconnue, etc., ils ont plus facilement, enfin, ils sont soutenus et plus facilement ils obtiennent le statut à l'OFPRA de réfugiés. Voilà. Merci. Oui, vous faisiez référence à l'Anne Vita, j'imagine, au réseau de villes accueillantes. Oui. Éric Pliez, 15 secondes, vous voulez ajouter quelque chose ? 15 secondes. 3 mots. Effectivement, il ne faut pas opposer rester à Paris, partir en province. Pour certaines, c'est important de rester là. Pour d'autres, vraiment, et on a fait des expériences, France Terre d'Asile aussi, être ailleurs, ça permet parfois d'aller plus vite dans une insertion, dès lors que la ville est prête et dès lors que ce réseau des villes accueillantes, faut bosser en réseau et c'est important. Deuxième chose, c'est un sujet important. Vous avez évoqué le déclassement. Donc effectivement, madame, je pense qu'à travers des parrainages, à travers ces accompagnements sur la formation, etc., on va permettre à des gens, y compris de pouvoir retrouver leur statut antérieur, même s'il y a des passages obligés par des formes de déclassement, et qu'il faut vraiment l'accompagner parce que c'est des périodes extrêmement difficiles pour les personnes. Voilà. Et je conclurai juste, l'hébergement solidaire, on l'a tenté, ça a marché parfois. Moi, j'encourage à le faire là aussi en réseau parce que ça peut avoir de très bons effets pour des gens qui ne sont pas prêts, par exemple, à se retrouver dans des collectifs. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci aux invités et merci au public. Et on peut continuer évidemment ces conversations autour du repas. Je remercie aujourd'hui les engagements de Monsieur le maire, Madame la sénatrice et Madame la présidente de l'association France Terre d'Asile, qui a fait beaucoup et qui fait beaucoup. Et juste deux mots sur les Afghans ou les autres demandeurs d'asile qui soient dans les situations Nini ou Dubliné, 18 mois ou déboutés de leur demande d'asile. Il faut savoir qu'en France, on n'a pas le droit. Chaque personne qui se trouve sur le sol français a le droit d'un hébergement. Que ce soit des demandeurs d'asile, des Dublinés, des Nini, une personne, c'est une personne, c'est quelqu'un. On ne peut pas mettre dehors et obliger les gens de dormir sous les ponts ou à la rue. Imaginez une seconde. Vous êtes avec votre famille et vous dites à votre enfant, ce soir, on va dormir sous un pont. Et ça va durer, on ne sait pas pour combien de temps. C'est la loi. Et il faut que le gouvernement la respecte
Et j'invite les responsables politiques à travailler là, ça fait long. Je fais aussi partie de collectif Réquisition. On fait assez régulièrement des actions sur la situation des réfugiés, mais là, c'est juste pour dire que ça ne justifie pas ça, que parce que s'ils sont nés ou parce que c'est des Dublinés, qu'ils ne sont pas éligibles à un hébergement. Toute personne se trouvant sur le sol français a le droit d'un hébergement digne et confortable. Et ce qu'on peut faire pour l'Afghanistan, là, tout à l'heure, Shabnam l'a très bien dit, ne pas reconnaître ce gouvernement terroriste, comme si, aujourd'hui on parle d'un gouvernement, comme si ces gens-là n'avaient commis aucun crime. C'est quand même, il faut savoir que ces personnes-là ont tué des milliers et des milliers et des milliers de personnes, que ce soit occidentaux ou des Afghans, et ils ne doivent pas être au pouvoir. À aucun moment, il ne faut céder devant l'extrémisme, devant l'obscurantisme, devant les terroristes, devant ceux qui sont contre toutes nos valeurs. Et j'arrête là parce que ce soir j'ai beaucoup parlé, mais juste un mot de la fin. Moi, j'ai pris la route de l'exil à l'âge de 14 ans et j'avais une petite lumière, comme j'ai dit la dernière fois, comme j'ai dit toujours, une petite lumière devant moi. Je me suis accroché à cette petite lumière et j'ai toujours gardé l'espoir et ça m'a permis de survivre et aujourd'hui de vivre. Aujourd'hui, les Afghans sont en train de survivre et cet espoir va leur permettre de survivre et demain de vivre. Soyons cette petite lumière et n'oublions pas les Afghanes et les Afghans. Merci beaucoup. Merci à toi. Et en fait, on voulait terminer sur une note un peu plus positive, enfin, pas plus positive, mais en tout cas qui donne espoir. C'est, on a parlé aussi de l'entraide. Pour ma part, j'héberge Raihana et Farzana qui sont dans la salle. Il y en a une qui était militaire, une autre qui est écrivaine et qui a déjà écrit son premier bouquin. On est en train de travailler sur la traduction de ce bouquin et sur son deuxième bouquin. Elles sont en train de prendre des cours et le plus important, c'est qu'elles avaient un métier, elles avaient des ambitions, elles sont militantes, féministes, elles ont envie de continuer le même combat en France. Et puis du coup, ça me permet de présenter Mina et vous allez voir au moment où vous allez aussi du côté des chefs, qu'on remercie encore, toutes ces peintures. Et on parlait de solidarité et quand elle est arrivée sur le sol français pour rejoindre aussi son mari, avec ses 2 enfants, elle a été hébergée par un ami aussi, donc ça fonctionne aussi par réseau, Stéphane, qui habite en banlieue et qui a pu héberger 4 personnes pendant 1 mois, l'aider dans ses démarches et partager un moment aussi de confiance parce que c'est très difficile de redonner confiance à une personne qui a vécu autant de drames. Si vous étiez là pour la première conférence, on a eu Raihana qui s'est exprimée aussi longuement et ça a été assez dur pour beaucoup d'entendre ça. Et du coup, Mina peint depuis des années. C'est une prof de dessin. Et du coup, si on pourrait lui poser la question aujourd'hui, elle vient d'arriver sur le territoire français. On est en train de lui faire les démarches. Et je pense que son rêve absolu, c'est de vivre aussi de sa passion et qu'elle puisse créer des liens en France et forcément à Paris pour le moment. Mais comme le disait Eric, à juste titre, il y a aussi de très très belles histoires en dehors d'Île-de-France. سلام. در ابتدا من تشکر میکنم از تمام کسایی که برنامه رو ترتیب دادن، خصوصا تمام مؤسساتی که در این پروسه شریک هستن. من مینا هستم، اهل افغانستان. حدوداً 10 سال میشه که نقاشی میکشم. Bonsoir, je m'appelle Mina. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui ont organisé cette soirée. Et merci pour
l'invitation. Ça fait 10 ans que je fais la peinture. من دوران کودکی و نوجوانی خودت در ایران سپری کردم، مهاجر بودم و خب سختی ها و مشکلات خودت داشتم و همیشه کوشش میکردم. نقاشی رو که شروع کردم کوشش میکردم احساسات خود را روی نقاشی پیاده کنم، یعنی نقاشی بکشم، از اون طریق آرام میشدم. بعد که در افغانستان رفتم این مشکلات سختی های من زیادتر شد و در اونجا کاری که از دستم برمی آمد فقط نقاشی کشتن و تدریس بود. Mon enfance, je l'ai vécue en Iran, dans l'immigration, et ce n'était pas facile. C'était très très dur, et que la seule chose que je pouvais faire, c'était de dessiner et m'exprimer, peut-être parfois exprimer ma colère, ma mécontentement, mais d'autres sentiments, j'essayais de les faire par les peintures, peindre ou dessiner. Et ensuite, un peu plus grand, je suis avec ma famille, on est retourné en Afghanistan. En Afghanistan, c'était aussi difficile, même parfois plus difficile qu'en Iran. Et j'ai continué à peindre, à m'exprimer de cette manière, et ce qui me faisait du bien, mais aussi d'enseigner ce que je savais, de transmettre aux autres. Ça aussi, c'était une façon de me faire du bien et de m'exprimer. در کشور از ما در افغانستان کودکان و خانم ها همیشه در زجر و سختی زندگی کردن، مشکلات زیادی داشتن و همیال کشور از ما توسط افراطیون اداره میشه که مخالف حقوق زنان خصوصا کودکان هستن و کاری که از دست از ما برمیاد من دوست دارم برای مبارزه علیه این افراطیون نقاشی بکشم و بتونم از حقوق خانم ها و اطفال دفاع کنم تا که مردم کشور از ما فراموش نشود. Aujourd'hui, ce que je peux faire, ce que je souhaite faire, ce que je faisais déjà, c'était de me battre contre des extrémistes, et que malheureusement aujourd'hui, mon pays, c'est-à-dire l'Afghanistan, est dirigé par ces extrémistes et contrôlé par ces extrémistes. Je continue à peindre, je continue à m'exprimer ainsi. Et aujourd'hui, on sait que les droits des enfants sont violés, les droits des femmes sont violés en Afghanistan. Notamment, j'ai une affection pour les filles, les petites filles, les enfants. Et pour me battre, pour militer, mais aussi pour pas qu'on oublie ces enfants. Ce que je peux faire, je les dessine et je les expose. Et c'est la seule chose que je peux faire.